Alors, bonjour, bon après-midi. Merci d'être là cet après-midi. Euh, la présentation cet après-midi va être en trois parties. On est trois conférencières. Alors, la première partie, je vais la faire, évidemment. La deuxième, on va parler un peu plus d'Omnimed. C'est Valérie de Bellefeuille d'Omnimed qui va venir présenter l'outil, la création de l'outil. Et la troisième partie sera par Dr. Anne-Marie Beaulieu de la clinique Ma Clinique Le Bourgneuf à Québec, où le projet a été implanté à cette clinique. Alors, je me présente, Eve Blanchet. Oui, je suis la directrice régionale de l'accès pour Boehringer-Ingelheim. Je vais dire BI pour le reste de la présentation si ça vous convient. Euh, En fait, je veux vous présenter un peu c'est qui Boehringer-Ingelheim, qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on s'investit dans des programmes comme ceux-là, dans des initiatives d'amélioration de soins. Euh, on a comme prémisse de base que pour la viabilité du système de soins, bien, c'est la responsabilité de tous. Puis, on se dit, bien, nous aussi, nous aussi, on veut investir, pas seulement en amenant des nouvelles de la médication, d'amener des thérapies innovantes, mais on doit aussi améliorer tout ce qui entoure la prise en charge médicamenteuse d'une maladie. C'est pourquoi qu'on va investir dans de la prise en charge. Oups, c'est vrai, c'est moi qui change les slides. Voilà. OK. Qui est Boehringer Ingelheim? BI. Alors, BI, c'est une compagnie privée. On a ce privilège-là d'être encore familial, d'appartenir à la famille Boehringer. La maison mère est à Ingelheim, en Allemagne. On est établi au Canada depuis, comme vous voyez, plus de 100 ans. Ça reste qu'on est un peu moins connu peut-être, mais on demeure dans les 20 compagnies pharmaceutiques les plus importantes au monde. Et le fait d'être une compagnie familiale, ça nous permet d'avoir, je dirais, plus de flexibilité, mais d'avoir une approche qui est un peu plus progressive en termes d'implantation des solutions de santé. En étant une compagnie familiale, on n'a pas de... On est un petit peu moins pressé sur la rentabilité au niveau des corps, comme si on devait répondre à des actionnaires, mais aussi on a une plus grande liberté dans ce dans quoi on va investir, dans ce dans quoi on veut changer en termes de système de soins de santé. Boehringer Ingelheim, c'est une compagnie qui, comme oui, je l'ai dit, privée, mais aussi c'est la deuxième en termes d'importance pour la santé animale. Donc, on est diversifié aussi. Et on réinvestit au-delà de 20 de nos ventes nettes dans la recherche et le développement, ce qui nous permet d'avoir notre propre incubateur à nouveautés, à innovation, puis d'assurer notre pérennité aussi comme entreprise privée. Alors, oui, on est différent. On dit qu'on est différent, mais comment ça se traduit, ça, dans le concret, en fait? C'est qu'on est probablement une des seules compagnies pharmaceutiques à avoir une division de programmes de soins de santé. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'experts au Canada qui ne sont pas rattachés à des produits. Ils sont là comme experts en soins de santé, d'être capables de détecter ou bien de travailler avec les gens du milieu, de voir quelles sont les lacunes dans la prise en charge, quelles sont les lacunes dans les trajectoires de soins, puis de travailler en collaboration avec les acteurs du milieu pour dire, on va travailler à trouver une solution ensemble. La solution, on va la co-créer avec les acteurs du milieu, mais on va aussi s'investir. On ne va pas juste investir en faisant un don ou en donnant un chèque. On va s'investir aussi comme division à l'implantation des solutions. On va développer, on va co-créer la solution, puis on va aussi l'implanter pour s'assurer que cette solution-là, elle est viable, mais elle est surtout pérenne. Donc, on ne va pas créer non plus un monstre, c'est-à-dire on va développer des outils, on va les implanter, puis après ça, on va se retirer, puis là, il va y avoir un trou parce que ça ne sera pas périn, il va falloir injecter de l'argent tout le temps. On veut trouver vraiment des solutions à l'intérieur de notre milieu pour s'assurer d'une pérennité dans toutes les initiatives. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter notre équipe. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller au kiosque de Boehringer puis de voir l'équipe des experts en transformation de système, les gestionnaires des programmes de soins de santé. On en a 6 au Québec. On en a une quinzaine au Canada, à travers toutes les provinces
canadienne. Donc, je vous invite, si vous ne les avez pas rencontrés, à aller les voir au kiosque peut-être, puis de voir qui travaille dans le secteur où vous êtes installés. Alors, ces équipes-là, oui, ils font des programmes de soins. Ça, bien, quand je vous dis que BI investit dans l'amélioration des soins, mais ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des investissements qui frôlent le 17,5 millions depuis 2012. Ces investissements-là se traduisent par différentes initiatives. Je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de Facilité. Ça s'est fait dans 13 milieux hospitaliers au Québec. D'ailleurs, les résultats de ce projet-là de prise en charge des patients atteints de fibrillation auriculaire, les résultats vont être présentés dans un congrès américain au mois de novembre par la chercheure de McGill, le Dr. Wynne, qui a piloté ce projet-là avec les différents autres hôpitaux au Québec. On a le projet Inspired, qui était plus en trajectoire de soins MPOC. C'est un projet canadien, donc 4 sites étaient au Québec. Pour la prise en charge de l'MPOC, bien entendu. On a aussi des initiatives avec Greybox. Donc, il y a plusieurs projets qui se veulent soit régionales, soit étendus à la province, mais même d'autres initiatives qui sont canadiennes pour améliorer les trajectoires de soins, mais qui vont être adaptées à chacun des milieux. Alors, vous avez un exemple ici des différents partenaires qu'on a, avec qui on s'associe pour mettre en place nos initiatives puis les implémenter. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc la trajectoire de soins, MPOC, pour raconter un peu l'histoire, c'est un projet qui est né en Ontario. C'est un projet de trajectoire qui a été développé avec un groupe de médecine familiale où il y avait l'utilisation de tablettes pour faire passer des questionnaires aux patients pendant qu'ils étaient dans la salle d'attente. Les réponses aux questionnaires étaient ensuite intégrées dans le dossier médical électronique du médecin. Et là, quand le médecin voyait le patient, bon, il y avait les données. C'était un système qui était, oui, à part. C'est un système qui était super intéressant, qui avait beaucoup de succès et qui a été étendu à la grandeur du Canada. Là, on s'est dit, au Québec, comment on pourrait amener ce projet-là puis s'assurer qu'il réponde aux besoins. Après quelques discussions avec des médecins il y a quelques années, il y avait certains enjeux. On a rencontré certains enjeux à importer, si on veut, là, cet outil-là. Et c'est là on s'est associé avec Plaquette pour dire mais comment on pourrait s'assurer de bien répondre aux besoins des médecins au Québec, puis en s'assurer que ça soit un outil qui va être vraiment adapté pour notre réalité. C'est là qu'on a eu l'immense bonheur de collaborer avec Omnimed, de rencontrer l'équipe d'Omnimed, puis de mettre ce projet-là, de faire naître ce projet-là de prise en charge pour la MPOC, autant pour la détecter que pour aider au suivi des patients qui sont atteints de MPOC. Alors, le projet, c'est un projet Omnimed, Plaquette Services Cliniques et Boehringer, une collaboration à 3, et qu'on a eu aussi le plaisir de collaborer avec 2 pneumologues intensivistes, Dr. Mathieu Simon, qui est pneumologue intensiviste à l'Institut de cardiologie de pneumologie de Québec, puis le Dr. Yannick Poulain, qui est pneumologue au CHU, Centre universitaire de Sherbrooke. Les médecins nous ont aidés à intégrer les lignes directrices aussi. On se base toujours sur les lignes directrices publiées pour la maladie. Donc, dans le cas-ci, on a les Gold Guidelines qui sont intégrés. Donc, c'est la matrice de base. Puis, avec les conseils des spécialistes, on a monté un outil pour améliorer la trajectoire. Valérie et Dr. Beaulieu pourront vous en donner un petit peu plus de détails. Alors, je laisse la parole à Valérie. Bonjour tout le monde. Donc, comme présenté, je m'appelle Valérie Desbellefeuilles. Je suis pharmacologue de formation et coordonnatrice de projets médicaux chez Omnimed depuis 2 ans. Donc, aujourd'hui, je veux parler un petit peu d'Omnimed pour le bénéfice de tout le monde qui ne nous connaîtrait pas. J'aurais voulu avoir accès à l'application pour vous le montrer, mais malheureusement, pour des raisons techniques, on ne peut pas. Alors, si jamais vous avez d'autres questions après la présentation, je vous invite à venir rencontrer notre équipe à notre kiosque. Ça va nous faire plaisir de vous montrer ça. Donc, améliorer les soins en utilisant les technologies afin de réunir les professionnels de la santé en une communauté de pratique. En fait, Omnimed, c'est une compagnie familiale qui a été fondée par le Dr Jean Boilard en 1984.
Docteur Boilard avait vraiment une pensée avant notre temps. Il disait que la médecine, c'était plus une science, c'était devenu l'art. C'était l'art de deviner ce qu'on ne sait pas. En fait, Dr. Boilard, il trouvait qu'on n'avait pas assez d'informations, puis il se demandait toujours s'il avait manqué quelque chose dans le rendez-vous de son patient dans une visite, parce qu'on sait très bien que quand le patient nous raconte son histoire médicale, on n'a pas nécessairement tout, surtout si c'est des choses qui sont plus passées. Puis il y avait vraiment la vision d'avoir plein d'acteurs qui collaboraient ensemble pour être sûr de ne pas manquer d'informations. Donc, c'est de là que Omnimed est né et l'idée d'avoir un dossier qui est totalement partageable. Donc, Omnimed, une de nos grandes forces, c'est qu'on est un DME partageable, ce qui veut dire qu'on a un dossier par patient. Donc, mon patient qui se présente à une clinique à Chicoutimi ou à Québec, si les deux cliniques utilisent Omnimed par principe de consentement que j'expliquerai pas aujourd'hui, on va être en mesure d'avoir accès à l'ensemble des informations. Ensuite, deuxième grande force d'Omnimed, c'est nos données qui sont granulaires. Je vous dis ça parce que ça va être important de le comprendre pour plus tard comprendre comment on a monté le projet. C'est que nous, on encourage beaucoup à entrer des données de manière structurée. Ça veut dire d'écrire le mot MPOC, MPOC, qui est maladie pulmonaire obstructive chronique, si notre patient souffre de ça, par exemple, comme problème, et de ne pas seulement écrire sur des feuilles de papier et le numériser au dossier. Le projet MPOC est né pour deux raisons principales. Bien, la première raison, c'est qu'on a rencontré des acteurs comme Boehringer et Plaquette, et nous, notre mission, c'est d'améliorer les soins. Donc, comment on améliore les soins comme DME au Québec? C'est en s'impliquant dans des projets pour nos patients au Québec. Donc, c'était la première raison. La deuxième raison, bien, c'est parce que on veut améliorer les soins. Je vais vous parler de la recette générale qui entre plus dans le vif du sujet. Ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin d'avoir des données primaires pour être en mesure de trouver les patients qui sont potentiellement atteints de MPOC ou qui le sont déjà pour optimiser leur traitement. Donc, comment on peut trouver des patients potentiellement atteints? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti plein d'informations qui sont sous la forme d'un tableau de bord ou d'un rapport. Ce qu'on retrouve dans ce tableau de bord-là, c'est toutes les informations. Pour MPOC, on avait les médicaments, comme par exemple les antibiotiques et la prénisone, pour par exemple identifier une exacerbation, tous les inhalateurs que le patient pourrait prendre. On avait aussi le code de vulnérabilité 2, qui nous indiquerait un problème pulmonaire. On avait les mots asthme, MPOC et tout dans les notes qu'on rechercherait. J'aimerais vraiment ça avoir accès à l'application pour vous montrer en ce moment parce que ça a l'air un petit peu théorique en ce moment, mais vous viendrez nous voir. Donc, une fois qu'on avait sorti tous les critères, et les critères ont été développés avec les pneumologues que Eve a nommés tout à l'heure, Dr Simon et Dr Poulain, pour voir comment on identifie un patient qu'on serait peut-être passé à côté de s'il y aurait une MPOC probable. Donc, on vise les patients fumeurs au-delà de 40 ans, etc. Donc, on voit la recette générale ici. Donc, mon rapport, j'ai-tu un pointeur? Non. D'accord, le pointeur ne fonctionne pas. On commence complètement à gauche, qui est le rapport. Donc, on sort nos patients potentiels. Ensuite, le rapport peut être regardé par l'intervenant de la santé. Ensuite, on a une formation qui est donnée par le spécialiste sur les lignes directrices. En fait, nous, Omnimed, on est un outil, donc c'est pas nous qui va dicter qu'est-ce que le médecin ou qu'est-ce que le professionnel de la santé doit faire. On va se baser sur les lignes directrices puis sur qu'est-ce qui est enseigné par les médecins spécialistes. Donc, il y a une formation qui est donnée aux cliniques qui participent. Dr Beaulieu vous en parlera un petit peu plus du côté de vue d'un médecin qui participe. Et il parle des guidelines en montrant notre outil à nous, comment l'utiliser dans le contexte de la MPOC. Une fois qu'on a eu la formation, bien, c'est là qu'on arrive à utiliser le fameux outil dont je parle. L'outil a été développé parce qu'en MPOC, maladie pulmonaire obstructive chronique, il y a un ABCD qu'on appelle, c'est un calcul qui se fait en fonction d'un questionnaire patient et aussi du nombre d'exacerbations qu'il y a eu dans la dernière année pour essayer de voir le patient devrait être traité comment. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde comment le patient devrait être traité versus comment le patient est traité actuellement. On compare les deux données, puis on va aller voir si on traite selon les lignes directrices ou non. Puis si on traite selon les lignes directrices, on dit super, on se donne une tape dans le dos, puis on dit mon patient est bien traité. Puis si on dit OK, je ne traite pas nécessairement comme je devrais, bien là, on a toutes les images et les algorithmes des lignes directrices qui nous indiquent qu'est-ce que je peux faire pour ajuster le traitement. Une fois que ça c'est fait, les outils, bien là, on peut revenir à notre tableau de bord, comme j'avais tout à l'heure.
Puis là, on va voir le nombre, la proportion de patients qui sont à cible, qui ne sont pas à cible, ou pour qui on donne le bon traitement ou pas. On a aussi la consultation électronique chez OmniMed. La consultation électronique, c'est du fait que notre dossier est partageable, on peut parler à certains intervenants à même le dossier. Donc, si moi, en tant que médecin de famille, j'ai une question pour le pneumologue par rapport à l'outil que j'ai rempli, je dis OK, j'ai rempli mon outil, mais je ne suis pas certaine que ça s'applique à mon cas. Donc, j'aurais une question à poser au pneumologue. Ce qu'on peut faire, on peut rédiger une note dans le DME. On peut envoyer une tâche au médecin spécialiste pour dire que penses-tu de mon cas? Puis là, le médecin spécialiste, avec le consentement du patient, va avoir accès à l'ensemble des informations et il va pouvoir dire OK, tu devrais faire telle action dans tel cas ou telle action. Donc, c'est ce qu'on appelle la consultation électronique. C'est vraiment un système de messagerie interne sous forme de tâches entre professionnels de la santé. Donc, s'il y aurait un doute, on aurait ça. Sinon, on revient au rapport et le but, c'est vraiment de voir que ça avance, que nos patients sont de mieux en mieux traités. Donc, comme je disais, les outils qu'on a développés sont basés sur les Gold Guidelines. On s'est aussi basé sur les lignes directrices de la Société canadienne de thoracologie. Ça, c'est pour le côté ACO, que c'était le chevauchement de l'asthme avec la MPOC. Là, vous me dites, OK, c'est théorique, tu me dis, on sort un rapport, on utilise des outils, mais ça m'ajoute une charge de travail. Qu'est-ce que je fais pour trouver du temps quand j'en manque déjà en tant que professionnel de la santé? Bien, notre but, c'est de ne pas vous ajouter du travail. Le but, c'est de trouver des méthodes pour rendre le travail plus efficace puis optimiser le tout. On a une citation ici de Dr Stéphanie Boilard qui a sorti son rapport puis qui a vu qu'elle avait des centaines de patients potentiels qui avaient du MPOC. Donc là, elle se disait, je pensais que j'en avais peut-être, je ne sais pas, une centaine, mais là, j'en ai peut-être 600 sur ma liste. Mais le but, ce n'est pas de passer en revue ces 600 patients-là, c'est de vraiment voir, OK, qu'est-ce que j'élimine, c'est quoi mes recettes, comment je fais pour identifier rapidement ces patients-là. Puis c'est pour ça qu'on est à 3 aujourd'hui pour vous parler, c'est que chacun a son rôle pour optimiser le tout. Une des réponses à comment je fais pour optimiser le tout quand je manque déjà de temps, c'est d'impliquer les différents professionnels de la santé dans ces recettes-là. En fait, ce qu'on a fait pour MPOC, on parle beaucoup avec les pharmaciens. Ça dépend si on est une grosse clinique qui a un gros réseau de professionnels ou une petite clinique qui travaille en réseau avec les mêmes professionnels. Ce qu'on fait en ce moment à Cookshare, on veut que les patients qui prennent des inhalateurs à la pharmacie, comme il y a juste une pharmacie pour les médecins de la région, qu'on leur fasse passer le questionnaire 4 directement. Donc, que le pharmacien ait accès à OmniMed, entre les données et qu'une fois que le médecin ouvre le dossier, voit déjà le questionnaire, donc lui peut dire s'il a consulté pour des exacerbations ou pas, et déjà, ça nous donnerait la classe ABCD selon les critères GOLD. Donc ça, c'est un exemple de recette qu'on peut appliquer. Un autre exemple, c'est s'il y a des infirmières qui sont là, ils peuvent faire une partie de la visite, puis ensuite, le médecin, ça le laisse juste réviser le tout, parce que dans l'outil, c'est tellement complet que ça nous permet d'avoir pas un diagnostic, mais d'avoir une idée de où notre patient se situe rapidement. Nos recettes gagnantes, on les appelle les quick wins. C'est vraiment de dire comment je peux évaluer plusieurs patients à la fois. Dans la centaine de patients que Dr Boilard avait, est-ce que tous ceux qui ont en dessous de 40 ans mais qui étaient fumeurs, je les exclus? La plupart du temps, la réponse, c'est oui. Ensuite, on regarde, OK, le patient il a consulté à l'hôpital, il me sort dans mon rapport parce que je veux savoir s'il y a eu une exacerbation puis qu'il aurait consulté hors de mon GMF. Mais s'il y avait juste une consultation puis qu'on voit que l'ordonnance, c'est de l'amoxyl, par exemple, ou ça serait du Paxil au lieu de l'amoxyl, OK, c'est pas une exacerbation, on l'élimine. Donc, c'est vraiment de faire du dynamitage un peu dans cette liste-là. Il y a plusieurs avantages au processus des projets de formation continue. En fait, il y a la pratique réflexive. La pratique réflexive, c'est des crédits obligatoires par le Collège des médecins. Il y a 50 heures à faire en 5 ans. Et nous, on se demandait comment on peut faire pour aider nos médecins, aider les professionnels de la santé à faire la meilleure médecine, à améliorer leur processus. Mais on s'est assis avec la FMOQ pour voir c'est quoi la pratique réflexive, comment on peut donner des outils, nous, à nos utilisateurs pour avoir ces crédits-là.
Donc, tout le temps qui est passé à analyser notre liste de patients, à voir les rapports, c'est des heures qui sont bonnes pour les crédits. Il y a un formulaire qui est à remplir sur le site de la FMOQ pour avoir ces heures-là qui sont reconnues. Ensuite, bien, il y a l'optimisation des cas de vulnérabilité parce que dans la liste de patients que ça nous sort, bien, c'est sûr qu'on peut se rendre compte que peut-être qu'on avait des patients qui étaient MPOC qui n'étaient pas identifiés avec le code de vulnérabilité 2. Donc, ça vous aide dans la facturation à optimiser le tout. Et ensuite, bien, c'est l'optimisation de la prise en charge de ces patients-là, évidemment, qui ont la MPOC. Et comme on sait, la MPOC, il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, le but, c'est de ne pas juste aider les patients qui sont déjà pris en charge, mais c'est d'aussi prendre des patients en charge qui auraient peut-être passé en deux chaises habituellement si on n'avait pas eu ces processus-là en place. Donc, pour le reste d'une histoire vraiment qui a été fait avec une vraie clinique et des vrais médecins, je laisse la place à Dr. Beaulieu. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous présenter le projet MPOC. Pour les gens dans la salle, j'avais un petit sondage à savoir, dans le fond, qui fait quoi. Est-ce que j'ai des médecins dans la salle? Super. Est-ce que j'ai des gestionnaires? J'ai des entrepreneurs, sûrement. Parfait. Alors, je vais essayer d'avoir un discours assez clair pour que tout le monde puisse bien comprendre. Étant médecin, bien, nous autres, on aime bien ça parler en chinois, puis on pense que tout le monde nous comprend. Fait que je vais faire attention. La MPOC, pour ceux qui ne sont pas médecins, dans le fond, c'est l'emphysème. Okay? Fait que depuis tantôt, vous nous entendez parler de la MPOC. La MPOC, c'est le nouveau terme pour emphysème. Les patients fumeurs là, qui ont de l'oxygène dans le nez, c'est cette clientèle-là qu'on vise. Donc, quelques statistiques sur l'emphysème. Dans le fond, l'emphysème, c'est la 4e cause de décès mondialement. Avec le vieillissement de la population, ça va bientôt devenir la 3e cause de décès. C'est un problème de santé publique parce que c'est un problème qui est lié à la cigarette, donc à une habitude de vie que l'on peut modifier, que l'on peut changer, pour laquelle tout le monde dans la vie peut intervenir. Hein? Si moi, mon grand-père, il fume, bien, je peux lui dire d'arrêter de fumer, puis pourquoi je veux qu'il arrête de fumer. En 2018, c'était 850 000 Canadiens qui étaient atteints de cette maladie-là. Ça représente 12,7 de notre population. Puis si on se raccorde à notre population plus âgée, on tombe à 7,5 de la population. La prise en charge précoce de cette maladie-là diminue le taux d'hospitalisation de 39,8 %. Donc, au-delà d'un problème de santé publique, si on s'occupe de nos malades au bon moment puis de la bonne façon, on diminue grandement les coûts pour la société. Ça diminue les visites à l'urgence de 41 % d'avoir un patient qui est bien traité, qui a la bonne pompe au bon moment. Puis ça diminue les visites aux 100 rendez-vous de votre clinique de 58,9 % si vos patients ont, par exemple, leur plan d'action clair avec eux. La plupart des MPOC vont être diagnostiqués alors qu'ils ont un VEMS. Un VEMS, pour les non-médecins, dans le fond, c'est ma capacité pulmonaire. Donc, pour vous faire un parallèle, c'est comme les patients cardiaques, que je dirais, bien, son cœur fonctionne juste à 40 % de sa capacité. Alors, 40 % là, c'est l'invalidité pulmonaire selon la RAMQ. Donc, si j'ai un patient de 60 ans, je diagnostique MPOC, premier test, 40 %, je peux lui dire, monsieur, vous êtes invalide, prenez votre Rigidérante, c'est terminé pour vous. C'est pas tout à fait ça, là. On a des solutions à leur offrir. Mais c'est un grand problème dans notre société actuellement, cette maladie-là. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée parce qu'on estime qu'il y aurait 16,6 % de la population qui serait atteinte de cette maladie-là. C'est une maladie aussi qui est sous-traitée ou qui est maltraitée. Fait que j'ai des patients MPOC qui ont juste une petite pompe de Ventolin à prendre aux besoins, mais qui ont un VMS à 40 % qui devraient avoir une double pompe. J'ai des patients qui n'ont jamais eu de spirométrie puis qui ont 3 pompes. Je ne sais pas pourquoi ils prennent, parce qu'ils n'ont jamais été diagnostiqués. Il y a des patients qui prennent des corticostéroïdes inhalés. C'est une sorte de pompe qui n'est pas indiquée du tout en MPOC, mais le patient est allé une fois à l'urgence, il scellait un peu, le médecin à l'urgence il a prescrit une pompe, puis après ça, bien, ça a toujours été represcrit. Fait qu'il est maltraité. Fait que c'est un gros problème actuellement. La MPOC, dans le fond, pour reprendre les paroles de Dr. Simon qui a développé les outils avec Omnimed, c'est comme si je diagnostiquais, quand je diagnostique mon MPOC à 40 % de VMS, c'est comme si je diagnostiquais mon patient diabétique quand il arrive à l'hôpital puis j'y coupe une jambe parce que son diabète est complètement débalancé.
Ça n'a pas de bon sens, ça n'arrive jamais. Nos diabétiques, quand ils arrivent pour être amputés, ça fait longtemps qu'on les suit et qu'on les traite. Bien, on devrait accorder la même importance à nos patients MPOC. De là est né un projet avec BI, puis je remercie d'ailleurs BI, Omnimed et Plaquette d'avoir instigé ce projet-là, d'avoir approché ma clinique, puis j'ai eu la chance, dans le fond, d'être la responsable puis la porteuse un peu de ce projet-là chez nous. On s'est dit, bien, pourquoi on ne fait pas plus? Pourquoi on ne fait pas mieux pour cette clientèle-là qui est vulnérable? Ça ne coûte pas cher, hein, des pompes puis une spirométrie, là. Comparé à une dose d'un Ozempic, là, c'est pas mal moins cher un petit Spiriva. Mais dans le fond, on n'a pas ce réflexe-là. Quand mon patient y arrive puis il est diabétique, je pars tout mon Bataclan. Il y a des rencontres avec l'infirmière GMF à chaque 3 mois, des bilans sanguins, toutes sortes d'affaires. Puis mon patient MPOC, qui coûte presque rien à traiter, mais que je ne traite pas, va coûter 10 000 $ pour une hospitalisation parce qu'il va rentrer avec une pneumonie ou quoi que ce soit. Donc, ce projet-là est né pour qu'on favorise le dépistage de cette clientèle-là. Donc, les freins au dépistage actuellement, bien, on a une grande clientèle orpheline partout au Québec. Je ne sais pas dans vos régions. Actuellement, nous, dans la région 03, on a encore 60 000 patients sur le guichet, dont 16 000 vulnérables. Il y a un manque de formation des médecins de première ligne sur l'interprétation des spirométries. Hein. Les médecins pensent qu'ils ne sont pas capables d'interpréter une spirométrie alors qu'il y a 2 chiffres à retenir. Il y a une crainte aussi des patients, hein, les patients fumeurs. Je vais vous faire passer un test pour vos poumons. Ils ne veulent pas savoir qu'ils ont cancer. Ils ne veulent pas se faire dire d'arrêter de fumer. Alors, il faut aussi dédramatiser ça avec nos patients. On le fait parce qu'on veut qu'ils restent en santé plus longtemps puis aussi fonctionnels. On ne veut pas qu'ils deviennent invalides à 58 ans, 60 ans. Puis dans la tête des médecins, la spirométrie, c'est donc bien compliqué à avoir. Bon, je ne peux pas parler pour les autres régions. À Québec, ce n'est pas du tout le cas. Là. Si je prescris une spirométrie, là, c'est certain que je vais être capable d'obtenir l'examen là, facilement et rapidement. Puis avec BI, BI nous a fourni une inhalothérapeute avec lequel on collabore dans ce projet-là. Donc moi, j'ai mes spirométries, j'ai la chance d'avoir ça directement dans ma clinique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de favoriser la prise en charge? On a fait de la formation auprès de nos infirmières GMF. Ils ont suivi la formation qui était offerte par le CIUS de la capitale nationale pour le dépistage puis la prise en charge de la MPOC, qui fait partie des maladies chroniques que nos infirmières GMF devraient suivre, tout comme le diabète. Puis je fais beaucoup de parallèles avec le diabète parce que c'est la chose qu'on fait le plus souvent en médecine familiale. Là. Puis on a fait plusieurs formations auprès de l'équipe médicale. Donc, moi, j'ai fait des courriels. J'ai fait des dîners avec BI, avec Omnimed, sur la mise à jour des données, la mise à jour des nouvelles recommandations GOLD. Le GOLD, dans le fond, c'est la classification de la MPOC. C'est ce que les médecins utilisent pour savoir dans quelle case le patient est pour connaître la meilleure façon de le traiter. Ensuite de ça, on a fait des dîners avec des exemples de spirométrie, comment interpréter la spirométrie. J'ai tel patient, tel chiffre, il prend tel traitement, qu'est-ce que je devrais faire? Donc, on s'est vraiment impliqué pour que les médecins deviennent à l'aise avec cette maladie-là. J'ai offert un support en tout temps là, pour des questions à mon équipe, évidemment. Alors, maintenant, la première étape, c'est de prescrire la spirométrie. La spirométrie, c'est le test de dépistage pour qu'on sache que le patient il fait de l'emphysème ou de la MPOC. C'est un test qui est peu coûteux, qui est facilement accessible. Comme je vous disais, peut-être en région éloignée, j'ai moins l'information, mais moi, là, chez nous, ça se passe bien. La solution qui a été mise de l'avant pour favoriser tout ce dépistage-là chez nous, c'est que j'ai demandé à mes médecins qui faisaient du sans rendez-vous, ou même mes médecins qui font la prise en charge, parce qu'on a eu un gros GMFR, nous, on voit 44 000 patients orphelins par année. Alors, j'ai dit à mes médecins, si vous voyez un patient qui vient pour une bronchite, il est fumeur, il n'y a pas de médecin, prescris sa spirométrie, puis moi, je vais m'en occuper. Tu ne seras pas pris avec le résultat, c'est moi qui vais gérer le résultat puis qui va prendre en charge le patient par la suite. Alors, c'était d'emblée, puis comme tout bon projet, j'ai pesé sur le clou, jusqu'à temps que mes médecins, ça devienne un réflexe pour eux de prescrire l'examen. Ensuite de ça, j'ai contacté 2 urgences de la région de Québec pour les inciter eux aussi à effectuer le dépistage de cette clientèle-là. Donc, les patients qui se présentaient, soit qui étaient déjà connus, soit qui n'étaient pas connus, mais qui avaient un critère de dépistage, soit qui faisaient une exacerbation, qui avait un suivi par la suite qui était nécessaire, ou qui n'avaient pas la bonne pompe. Hein. Rappelez-vous, comme je vous disais au début, des fois, ils sont mal traités.
Le médecin urgentologue, il n'a pas le temps, lui, là, de gérer ça. Pour avoir fait de l'urgence longtemps, je ne le faisais pas non plus quand j'étais urgentologue, mais j'ai dit, écoutez, envoyez-moi une demande de consultation à ma clinique, puis moi, je vais m'en occuper. Arrêtez-y, ça pompe, puis 6 semaines plus tard, moi, je vais le revoir pour être sûr qu'il respire encore. Alors, les défis rencontrés, bien, ça a été surtout que les médecins, ils hésitaient beaucoup à prescrire la spirométrie parce qu'ils ne voulaient pas être pris avec le résultat. Quand moi, je prescris un examen, je reçois le résultat, bien après ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les médecins dans la salle? Il faut que je rappelle le patient. Il faut que je réussisse à le rejoindre, parce que je ne peux pas lui laisser un message pour ça, c'est bien trop compliqué, il ne comprendra pas. Puis quand je vais l'appeler, il va avoir 3-4 questions pour moi. Puis il va aussi dire « Francine, tu n'as pas une question pour Dr Beaulieu? Je l'ai au téléphone. » Alors, les médecins, faire des suivis de résultats, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai dit aux médecins, écoutez, prescrivez le résultat, puis l'examen, puis moi, je vais m'occuper de faire le suivi des résultats. Mais c'est les défis rencontrés principalement là, qui empêchent les médecins de prescrire les examens, du moins dans mon équipe quand j'ai procédé au questionnaire. Fait que les solutions, bien, j'ai dit, écoutez, je suis trop motivée, envoyez-moi-les toutes, je vais m'en occuper. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que moi, je ne trouve pas compliqué. Mais si j'ai un patient diabétique qui a déjà 2 médicaments, je ne sais plus quoi faire avec. Fait que je suis contente, dans ce temps-là, de pouvoir l'envoyer à mon collègue et dire « Peux-tu m'aider avec cette maladie-là? » Puis envoie-moi tes MPOC. Fait qu'il y a toujours moyen dans une équipe de penser à la collaboration aussi comme ça. Je prends en charge seulement les résultats anormaux, on s'entend. Là, les résultats normaux, je laisse les médecins le rappeler, c'est facile dans ce temps-là. Puis, j'ai fait un rappel fréquent à l'équipe là, sur l'importance de prescrire l'examen, puisqu'il y avait juste à imprimer une feuille, puis après ça, je m'occupais du reste. Une fois la spirométrie faite, bien, le résultat était soit envoyé au médecin de famille si c'est un patient de GMF pris en charge par le médecin de famille, ou au médecin responsable, moi, si c'est un patient orphelin. Si c'est un patient orphelin, quand il est dans le bureau avec l'inhalothérapeute, moi, j'ai dit, écoute, je passe ma vie ici. Fait qu'on est toujours en même temps à la clinique. Tu vois un patient, sa spirométrie n'est pas normale, texte-moi. Je vais venir te voir dans ton bureau. Je vais annoncer le diagnostic au patient sur place. Je vais signer la pompe qu'il a déjà choisie avec toi parce que tu lui as fait essayer tous les inhalateurs. Et le patient va partir avec son diagnostic, son échantillon de pompe, sa prescription. Puis ça, on sait très bien que ça favorise aussi la compliance au traitement, que le patient parte avec un échantillon, il part avec sa prescription. Puis ça, c'est pour n'importe quoi. Hein. Les contraceptifs oraux, hein, si nos jeunes filles partent avec la pilule, ils ont plus de chances de la prendre. Mais c'est la même chose avec mon patient MPOC qu'on vient de dire qu'il y a de l'emphysème, il a sa pompe dans les mains, il arrive chez eux, puis il n'y a pas de bonne raison de ne pas la prendre. Donc, les défis que j'ai rencontrés dans la mise en place de ce projet-là, de l'optimisation de la prise en charge, bien, croyez-le ou non, certains médecins de famille à l'extérieur de notre GMF, donc un patient était venu au sans rendez-vous pour une exacerbation, une spirométrie de dépistage avait été prescrite et les résultats étaient transmis au médecin de famille. Puis quand nous, on rappelait par la suite pour voir, puis avez-vous vu votre médecin de famille, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il y a des patients qui disaient, bien, mon médecin de famille ne veut pas me prescrire de pompe. Pourquoi? On ne le sait pas. Alors, ça m'est arrivé à 2 reprises avec des spirométries quand même fortement anormales, de prendre en charge moi-même le patient dans ce temps-là. Il y a aussi des longs délais de réponse de la part de certains médecins, même dans mon équipe, là, où l'examen est fait, il n'est pas normal, il est envoyé, ça reste là. L'inhalothérapeute, elle veut rappeler le patient pour voir comment il va, elle le rappelle, mais il n'a même jamais eu son résultat, il n'est pas traité. Donc ça, c'est un autre frein là, qu'on a rencontré dans la prise en charge. Et à quelques autres reprises, on en a parlé tout à l'heure, la difficulté d'avoir le patient au téléphone pour pouvoir lui transmettre ses résultats. Les solutions qui ont été mises de l'avant par rapport à ça, ça a été de faire revenir chez ces patients-là, les faire revenir à la clinique avec l'inhalothérapeute pour rencontrer le médecin responsable à ce moment-là, quand les autres médecins qui étaient supposés gérer le résultat là, ne le faisaient pas. Puis moi, à ce moment-là, je rencontrais le patient pour lui annoncer son diagnostic, initier son traitement. Puis on se retrouvait encore avec favoriser la compliance. Le patient repartait avec sa prescription, son échantillon et les explications. Donc,
une fois que mon projet a été bien expliqué, bien démontré, toute la formation a été faite, docteur Simon, le pneumologue, est venu nous présenter les lignes directrices, il a répondu à toutes les questions des médecins. Ensuite de ça, on a présenté dans toute cette même rencontre-là les outils OmniMed, qui sont des outils très faciles à utiliser. Si je remplis un questionnaire, ça sort en rouge dans mon dossier médical électronique. J'ai mon patient est dans quelle catégorie. Et si mon patient est dans la catégorie B, pour dire quelque chose, il a besoin d'une double bronchodilatation, je clique et j'ai les 4, 5 pompes qui sont disponibles, qui représentent, dans le fond, la catégorie de pompes dont mon patient a besoin, avec les dosages. Et je crois que ça se transmet automatiquement dans le prescripteur, ou c'est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est que si je clique, je veux un Inspiolto, bien, automatiquement, il va être dans mon prescripteur, il me reste juste à l'imprimer. Alors, ça a beaucoup amélioré la motivation des médecins parce que l'outil était facile. Si quelqu'un n'a pas les connaissances à jour, bien, à la rigueur, le DME le fait à ta place. Puis ce qui s'en vient, dans le fond, c'est que les résultats de spirométrie soient intégrés directement dans cet outil-là là, avec OmniMed. Hein, c'est bien ça? Je regarde mes gens d'OmniMed là, parce que je ne veux pas m'avancer sur des choses que je ne gère pas. Alors, j'ai noté une grande amélioration de la confiance de mon équipe en lien avec cette maladie-là, avec la formation, mais aussi avec le support. J'ai eu beaucoup de médecins qui étaient contents de pouvoir venir me poser des questions. Hey, j'ai un patient, j'ai donné telle pompe, il ne va pas mieux, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ferais ça? Puis là, moi, j'étais là. Et ça m'est arrivé de dire, écoute, ouais, là, ça dépasse mes compétences, je suis une médecin de première ligne, va sur OmniMed, va dans les tâches, envoie une tâche à Dr Mathieu Simon, le pneumologue intensiviste, sur ton patient, il va avoir accès à ton dossier OmniMed, puis il va te répondre la bonne réponse de spécialiste. Alors, c'est très, très, très facile de prendre en charge le patient à ce moment-là. Et c'est beaucoup plus facile de plonger puis de le faire quand on sait qu'on a du support à côté. Alors, petite histoire de cas pour terminer. J'ai vu, il y a peut-être 2 mois environ, une dame, elle se présente au centre de rendez-vous pour un rhume. Elle n'a pas de médecin de famille. Elle fume 30 paquets à l'année. Elle est en exacerbation, acile, à crache colorée. J'ai prescrit une spirométrie, bien, je la traite. J'ai prescrit une spirométrie, elle n'a jamais eu 6 semaines plus tard. Et son diagnostic tombe, le MPOC Gold 4 groupe D. C'était, quand on faisait l'histoire de la dernière année, c'était exacerbation par-dessus exacerbation. Elle avait un VMS à 37 %. Alors, on a débuté immédiatement le traitement. Ça a été pour la dame un grand éveil que sa situation était assez sévère. Puis au questionnaire, cette dame-là était très symptomatique. Là. Elle avait de la difficulté à marcher quand elle n'était pas en exacerbation sans être essoufflée. Et on a réussi à inclure dans notre plan de traitement une aide à l'arrêt tabagique. L'inhalothérapeute fait le suivi pour l'aider à arrêter de fumer. Puis un suivi qui est prévu dans 3 mois. Donc, dans 1 mois environ, là, je devrais avoir des nouvelles, voir est-ce qu'elle a réussi à arrêter de fumer, comment ça va avec son traitement, est-ce qu'elle est encore symptomatique. Autre histoire de cas, ça, c'est un de mes patients. Un patient de 65 ans, il vient me voir pour son suivi annuel. Il tousse à tous les jours. Il fume 2 paquets par jour. Il n'a jamais eu de spirométrie. Fait que j'ai dit, il va falloir vous prescrire un examen pour vos poumons. Il dit, là, docteur, vous allez me dire d'arrêter de fumer. Oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Moi, j'arrêterai jamais de fumer. J'ai dit, c'est pas pour ça, je comprends. Si vous changez d'idée, je vais être là pour vous. En attendant, par contre, s'il y a une emphysème qui est en train de s'installer, on va le traiter avant que ça se détériore. Alors, on fait la spirométrie. Heureusement pour lui, elle est normale. Mais lors de sa rencontre avec l'inhalothérapeute, qui est extraordinaire, il l'a tellement aimée, puis elle est tellement bonne, puis elle a tellement pris de temps avec lui, qu'elle a réussi à y faire voir que, dans le fond, lui, là, il voudrait avoir une retraite agréable, pas être essoufflé, s'amuser avec ses petits-enfants, puis être capable de jouer au soccer avec son petit-fils. Et il a réalisé dans cette rencontre-là que s'il continuait à fumer, probablement qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il voulait dans sa retraite. Alors, quand il est sorti du bureau, il a jeté ses paquets de cigarettes, il n'a plus jamais refumé, puis ça fait plus d'1 an qu'il ne fume plus. C'est un gros fumeur, puis là, quand je l'ai envoyé, il m'a dit « Docteur, j'arrêterai jamais de fumer ». Alors, des projets comme ça de collaboration avec les autres professionnels, que ce soit les infirmières, les inhalothérapeutes,
dans les hôpitaux, même nos préposés peuvent nous aider. Ils sont auprès du patient, ils peuvent dire des choses aux patients qui font la différence. Bien, c'est pour vous dire que, dans le fond, tout est possible. Donc, en conclusion, ça revient un peu à ce que je viens de vous dire. Pour moi, ce projet-là, c'est la clé du succès de notre système de santé. C'est la collaboration entre le privé, le public, les entrepreneurs, les représentants, le pharmaceutique, mes infirmières, mon inhalothérapeute, moi, tout le monde ensemble, dans le fond, si on fait des projets comme ça, on est beaucoup plus efficace, on peut faire plus pour nos patients, puis au centre de tout ça, bien, c'est nos patients qui sont là. Ces projets-là, ils peuvent être transposés dans plusieurs sphères de pratique si vous voulez vous inspirer de ça puis dire, écoute, hey, moi, ça m'inspire, je pense que j'ai une clientèle pédiatrique, qui a une maladie que je vois souvent qui est mal dépistée, que je pourrais mettre en place. Peu importe le projet que vous avez en tête, dans le fond, inspirez-vous de tout ce que vous avez vécu aujourd'hui parce que moi, j'ai la tête pleine. Je suis déjà assez motivée. Mon chum va me dire « calme-toi » quand je vais arriver tantôt. Mais tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, ça m'amène plein d'idées. Ça, c'est un exemple, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec des bons partenaires. Fait qu'entourez-vous de bonnes personnes, puis vous allez pouvoir aller plus loin puis aider vos patients au mieux. Alors, voilà. Questions, commentaires? Bonjour. Je comprends votre question. Donc, la question, c'est est-ce qu'on est capable de quantifier la diminution, soit des hospitalisations, la diminution des symptômes des patients qui font partie de ce projet-là? C'est un projet qui est quand même assez jeune. On n'a pas encore cette donnée-là. Puis, justement, un des freins au projet qu'on vit actuellement, mais on travaille à essayer de trouver la solution, c'est comment je suis capable d'avoir accès à ces données-là. Parce que les données de l'hôpital, je ne l'ai pas. Moi, je suis en première ligne. Alors, si mon patient va à l'hôpital, je ne l'ai pas, cette donnée-là. C'est la RAMQ qui a cette donnée-là, ou le CIUS. Alors, c'est au niveau de ces instances-là qu'on veut essayer de trouver une solution pour avoir accès à ça. Avec Omnimed, on travaille aussi à produire un rapport qui va nous aider à dire l'image 1 au temps 0, puis l'image au temps 2, qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai plus de cas de vulnérabilité? Tel patient qui a été pris en charge, est-ce qu'il y a eu des antibiotiques cette année? Mais ça, il faut que l'information soit intégrée au DME. Donc, il ne faut pas que j'aille fait une prescription sur un papier. Il faut que je l'aille faite dans le DME pour que le DME puisse me sortir cette donnée-là. Ce que je peux vous dire actuellement, en moyenne, moi personnellement, là, pas mes 35 docteurs, mais moi, actuellement, je vais diagnostiquer en moyenne, là, les semaines que l'inhalothérapeute est là, parce qu'elle n'est pas tout le temps là, à peu près 3 patients par semaine là, chez qui je vais débuter un traitement. Alors, ce qu'on sait, c'est que, comme je vous ai dit initialement, la seule donnée que j'ai actuellement, puis c'est une donnée de 2017, c'est que la prise en charge précoce puis le traitement, donc un patient traité, diminue de 40 % à peu près les hospitalisations. Une hospitalisation pour une MPOC, je pense, ça joue aux alentours de 10 000 $. Fait que je pense que c'est certain que si on intégrait ça dans plusieurs cliniques, ça diminue les coûts pour le système de santé, c'est définitif, mais malheureusement, je n'ai pas une donnée. Mais peut-être que l'année prochaine, je pourrais vous présenter les données, parce que là, on aurait un an de projet de fait. Mais on travaille sur essayer d'avoir des données plus claires puis plus complètes, mais aussi plus officielles. Hein? Parce que moi, je peux noter sur un bout de papier que j'en ai fait 3 cette semaine, mais c'est moins tangible que de l'avoir dans un DME ou auprès de la RAMQ, par exemple. C'est comme un équivalent de consultation téléphonique qui se fait via le dossier médical électronique. Donc, c'est tapé. Alors, moi, j'envoie une question au pneumologue via une tâche. Alors, la façon que Omnimed est fait, j'ai des tâches et quand je rouvre la tâche, j'ai un endroit où je peux écrire et ensuite de ça, je choisis à qui j'envoie la tâche. Et donc, dans le menu de personnes à qui je peux envoyer la tâche, bien, on a des pneumologues qui acceptent.
Je crois aussi qu'il y a une autre façon de le faire, c'est-à-dire en direct. Là, Hein? Avec la tâche, ça, c'est l'idéal, là, parce qu'en envoyant une tâche, ben, le pneumologue, lui, il peut répondre quand ça lui adonne, finalement. Lui, il reçoit une notification comme de quoi il y a une demande qui est faite. Et la demande est liée au dossier du patient. Donc, le pneumologue peut aussi aller voir les résultats qui sont dans le dossier du patient. Donc, au lieu de le faire signaler ou d'y envoyer une demande de consultation à personne qui va avoir lieu dans 3 mois, bien, on le fait comme ça, puis habituellement, ils nous répondent en dedans de 24 heures. Là. Actuellement, on a l'adhésion de un. Bien, eux, ils peuvent être rémunérés comme une consultation téléphonique, je crois. Actuellement, à Québec, on a juste Dr Simon qui fait ça, Omnimed. Oui, c'est ça. En pneumo, nous, on a juste un pneumologue là, à Québec là, qui nous répond, mais c'est assez rare qu'on a besoin, finalement, là, dans ce projet-là. C'est quand on est dépassé, qu'on a un patient sévère, qu'on a initié des traitements qui est à traitement maximal, puis on ne sait plus quoi faire, finalement. Parce que l'algorithme de traitement de cette maladie-là est assez simple, finalement. Là. Est-ce que ça répond? Fait qu'il faut trouver des partenaires, dans le fond, spécialistes là, dans notre région. Mais à la rigueur, en fait, un pneumologue de Québec pourrait répondre à quelqu'un d'Omnimed de Sherbrooke, hein, parce que on l'a dit. Hein? Ah, il y en a un à Sherbrooke. Bien, il y a un pneumologue à Sherbrooke, mais disons, Sept-Îles pourrait avoir accès à un pneumologue de Québec, puisque c'est par électronique. D'autres questions? Ça va être le temps d'aller prendre un petit cocktail après cette belle journée. Merci de votre attention.